finir cet après-midi consacré aux maladies cholestatiques, je vais vous parler du projet Besurso 2. Donc, je vous rappelle, Besurso, c'est cette étude qui avait permis de nous enseigner que le bézafibrate permettait d'améliorer la réponse biologique à l'acide urso-désoxycholique chez les patients atteints de cholangite biliaire primitive en réponse incomplète à ce traitement. Non seulement améliorer la réponse biologique, mais améliorer également les symptômes de la maladie, avec une diminution du prurite, et normaliser les phosphatases alcalines, critère de pronostic majeur dans 2/3 des cas chez ces patients. Parallèlement à ça, nous avons pu montrer indirectement sur des études de cohorte à large échelle, avec nos amis japonais, que l'utilisation du bézafibrate dans la CBP était associée à une amélioration du pronostic de la maladie, avec un moindre risque de décès et de transplantation au cours du temps. Donc à partir de ce constat, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pouvait faire d'intelligent en termes de suite de l'épisode de Besurso par rapport à ces constats. Alors le premier point, c'est qu'aujourd'hui, les objectifs thérapeutiques de la CBP doivent être revisités. Et pourquoi ? Parce que grâce aux études de cohorte, notamment du Global PBC Study Group, on sait désormais que nos objectifs thérapeutiques doivent être plus rigoureux et nous devons viser la normalisation des phosphatases alcalines, la normalisation évidemment de la bilirubine, mais probablement même une bilirubine en dessous d'un certain seuil dans la normalité qui serait aux alentours de 12 micromoles par litre. Et d'une manière générale, ça peut paraître assez naïf, mais c'est évident. Dans une maladie cholestatique, plus vous avez des tests hépatiques normaux et plus vous allez avoir un meilleur pronostic de la maladie. Donc, en pratique, le fait d'avoir des phosphatases alcalines normales, une bilirubine totale normale, même en dessous de 12 micromoles, une gamma-GT en dessous, alors j'ai mis 3,2 parce qu'effectivement, il y a une étude récente qui montre que ce paramètre joue aussi un rôle important, et les transaminases normales seront associées à une optimisation du pronostic de cette maladie. À partir de là, il était licite d'envisager un élargissement des indications des traitements de deuxième ligne, et là je parle spécifiquement du bézafibrate, chez ces patients qui ont certes une réponse satisfaisante à la UDC, mais qui n'ont pas obtenu ces critères optimaux de réponse biologique. C'est-à-dire des patients qui, par exemple, sont dans les critères de bonne réponse de Paris 2, mais qui n'ont pas de normalisation des phosphatases alcalines, pas de bilirubine en dessous de 12 micromoles, etc. Donc l'idée, c'est d'utiliser le bézafibrate dans cette population spécifique de patients, avec la posologie de 400 mg, qui a été celle qui a été utilisée dans l'étude Besurso, mais aussi la posologie de 200 mg, qui peut-être offrira une réponse biologique tout aussi satisfaisante, mais avec des effets secondaires moindres, et je parle en particulier des effets musculaires, dans une étude contrôlée randomisée. Donc voici ce que serait cette étude. Donc, ce projet est déposé comme lettre d'intention à la DGOS pour un PHRC. L'idée, c'est que la population d'entrée, ce sont des patients qui auront plus de 6 mois de traitement par AUDC, mais qui auront une réponse qui est considérée comme non optimale. Alors, c'est plus incomplète, c'est non optimale au sens où les phosphatases alcalines seraient toujours élevées, la gamma-GT ou la gamma-GT supérieure à 3,2 fois la normale, ou des transaminases normales, ou une bilirubine supérieure à 0,6 fois la normale, c'est-à-dire 12 micromoles par litre, mais attention avec un critère de sécurité de la bilirubine conjuguée supérieure à la normale. Et ces patients seraient éligibles à une étude randomisée qui comporterait 3 bras de traitement, un bras placebo, un bras bézafibrate 200 mg, un bras bézafibrate 400 mg, pendant une période d'1 an de double aveugle contrôlé contre placebo. Et au bout d'1 an, les patients du groupe placebo seraient re-randomisés en 200 mg ou 400 mg, donc ils intégreraient forcément un bras traité par bézafibrate, ce qui peut être très incitatif pour les patients de savoir qu'au bout d'1 an, ils vont avoir la molécule d'intérêt qui est traitée, qui est testée, dans une période qu'on va considérer comme double aveugle, certes, pour garder la rigueur scientifique, notamment en termes de safety, mais d'un groupe de patients tous traités par bézafibrate. Le critère de réponse principal serait à M12,
une réponse considérée comme complète, définie par des taux de phosphatase alcaline de gamma-GT de transaminase normale et une bilirubine inférieure à 12 micromoles par litre. Voilà la philosophie de Besurso 2. On s'est dit à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas traiter plutôt les patients naïfs de traitement, c'est-à-dire dès qu'on fait un diagnostic de CBP, est-ce qu'il ne faut pas associer une bithérapie d'emblée? Mais très rapidement, on s'est rendu compte que ce serait très difficile de toucher de ces patients qui sont quand même pris en charge très rapidement par des gastro-entérologues en ville et chez lesquels les traitements par AUDC sont très rapidement mis en route. Donc, sur la base du réseau MIVBH essentiellement constitué de CHU, je pense que ces patients auraient été très difficiles à atteindre, alors que là, en l'occurrence, il s'agit d'élargir le spectre des patients éligibles au traitement de deuxième ligne pour une réponse considérée comme non optimale, avec des critères qui maintenant montrent que clairement, si on n'a pas, si ces critères ne sont pas atteints, on risque d'avoir sur le long terme une survie diminuée. Voilà, donc je ne peux pas présager du résultat de la lettre d'intention, mais en espérant que ce soit pris, évidemment vous connaissez la lenteur de mise en place des PHRC, mais ce serait la future étape de Besurso pour les patients atteints de CBP. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez des questions. Oui, Jean-Paul? Oui. Je suis tout à fait convaincu, on en a suffisamment parlé ensemble. Et là, tu nous mets un petit coup au moral, parce que les critères de Paris 2, qu'elles on a essayé de vraiment qu'ils soient bien intégrés, on va les oublier là. Enfin, oui, ça c'est le moindre de mes soucis. Mais je pense que ce qui compte, c'est les patients. C'était quand même ton bébé en grande partie. Oui, alors c'est vrai que quand on a des critères de Paris 2, et qu'on n'a pas de fibrose avancée sur le fibroscan, on sélectionne une population à faible risque. Il faut être clair là-dessus. Mais si on a une population suffisamment grande, on arrive à montrer qu'il y a quand même des accidents, enfin des événements qui arrivent dans cette population. Par ailleurs, le bézafibrate, c'est un médicament de longue date, d'une grande innocuité. Évidemment, il peut y avoir une toxicité musculaire, rénale et éventuellement hépatique, mais on sait manier cette molécule. Et du coup, je pense que son profil de rapport efficacité, quand même maintenant on sait que ça a un impact sur la survie et tolérance, est propice à proposer ces traitements, même chez des patients qui ont des formes peu agressives et peu actives de la maladie. Donc effectivement, Paris 2, de toute façon, pour moi, Paris 2, c'est une première sélection, c'est dans le PNDS, hein, c'est-à-dire que ça va rester quelques années, mais à terme, je pense qu'on va très rapidement passer au fait que les patients atteints de CBP doivent normaliser leur test hépatique pour avoir le profil de pronostic le meilleur qu'on puisse avoir. D'accord. Donc il y avait une question de Jean-Paul Savigny. Est-ce que tu sais quelle proportion de patients dans votre file active ça représente? Oui, alors. Et est-ce que tu peux nous dire pourcentage qui répond à l'acide urso seul, non répondeur alors là, c'est la question qu'il fallait se poser parce qu'effectivement, moi, j'ai interrogé la base locale et puis j'ai interrogé la base du Global PBC Study Group. Donc, je leur ai demandé, et les gars, ça représente combien, etc. Et donc, on arrive à recouper nos informations qui sont assez reproductibles. C'est-à-dire que dans les patients qui ont une réponse satisfaisante à Paris 2, il y a plus de 50% des patients qui ont encore des pales un peu au-dessus de la normale, une gamma-GT supérieure à 3,2 fois la normale, ou une bilirubine supérieure à 0,6, et donc, ou des transaminases un peu élevées. C'est-à-dire qu'au final, j'avais calculé que si tu prends l'ensemble des patients naïfs que tu vas mettre sous AUDC, ça va représenter 50% au moins de l'ensemble de ces patients. Ce qui est substantiel. C'est-à-dire qu'on élargit les indications du bézafibrate très clairement, plutôt que 20-30% comme sur lequel on était parti actuellement. D'accord, merci. Après, ça reste à démontrer, hein, c'est-à-dire que j'espère que l'administration française sera convaincue que les études du Global PBC Study Group sont relevantes pour pouvoir proposer ces critères. Je ne suis pas sûr que si on proposait ces critères à la FDA, ils nous disent que c'est suffisamment solide. Mais en revanche, je sais que, par exemple, qu'une pharma qui s'appelle Simabay réfléchit actuellement avec sa molécule qui est le Seladelpar sur un design d'études tout à fait identique.
J'étais au bord de réflexion et ils ont sorti ce design en disant nous, ce qu'on veut, c'est vendre plus notre produit. Donc, ils ont une logique qui est peut-être mercantile, mais qui est en gros d'élargir les indications de leur traitement. Mais je pense qu'ils ont raison. Je pense qu'il faut qu'on traite davantage de patients avec des traitements de deuxième ligne. Alors actuellement, les indications de l'Ocaliva reposent sur les recommandations classiques, mais alors donc on dit qu'il faut considérer un traitement de deuxième ligne au-dessus d'au moins de 1,5 fois la normale de phosphatase alcaline. Stricto sensu, c'est 1,67 dans les essais thérapeutiques. Dans la vraie vie, bien souvent, c'est les critères de Paris 2 qui sont utilisés. Mais voilà, on pourrait avoir cette approche avec l'Ocaliva, très clairement. Ce qui me fait penser que, d'abord parce que le bézafibrate, c'est la suite de Bézurso-2. L'autre chose, c'est que l'Ocaliva, il faut y avoir accès. Et voilà, c'est une molécule qui est difficilement accessible en dehors pour ça. Donc, et intercepte à d'autres protocoles. Là, ils font plutôt des protocoles de trithérapie. Donc, il y a un essai avec le bézafibrate. Mais je ne sais pas s'ils ont réfléchi à un essai de cette sorte-là. Mais moi, en tout cas, je pense que le bézafibrate est suffisamment safe pour pouvoir proposer cette stratégie des patients qui n'ont pas une forme très, très agressive de la maladie. Donc là, tu as besoin de combien de malades? Je ne sais plus si tu l'as dit. Oui, on a fait les calculs. On arrive à une centaine de patients à peu près. Il faudrait un peu plus, peut-être aux alentours de 120. 120 patients. On a fait un calcul raisonnable. C'est 40 par groupe alors? Pardon? 40 par oui, par à peu groupe. près, oui, tout à fait. Je pense que c'est atteignable parce que si on interroge... Enfin, déjà, j'ai pris le soin d'interroger les bases de données mondiales et locales qui sont biaisées, certes, mais sur le fait que c'est faisable. Je ne sais pas si ça représente les files actives dans les CHU français, mais je pense que des CBP qu'on suit tous en disant il y a une réponse satisfaisante, mais il y a encore des petites anomalies des tests hépatiques, je pense que ça existe vraiment. Après, c'est l'inconnu quand même. Et donc, réponse du PHRC, enfin, alors, étape suivante, c'est... J'avouerais que je ne sais même pas. D'habitude, c'est quoi? C'est pas décembre ou janvier, d'habitude? On verra, et après, on dépose le dossier complètement vers juin. Ou, Nous, c'était un peu décalé l'année dernière avec le Covid. On oui. avait signé la lettre d'intention en mars 2020, puis il y a eu un deuxième Ah tour bon, de lettre bon, d'intention. on verra. C'est pas... Plus difficulté avec ça, c'est que les concepts avancent plus vite que les URC et que les essais institutionnels. C'est sûr qu'on ne peut pas avoir la force de frappe d'une pharma, ça c'est sûr. Mais je pense que le moment est opportun pour proposer. Voilà. Eh bien, écoutez, merci. Je crois qu'on a fini aujourd'hui la journée du sang. Merci à tous ceux qui sont là et je laisse la parole aux responsables de la filière. Écoutez, quelques mots déjà pour vous remercier d'être resté tout au long de ces 2 journées. Moi, je trouve qu'ils m'ont fait beaucoup de bien de passer 2 jours ensemble avec des vrais visages, pas seulement sur un écran, des visages amicaux, et puis de prendre son temps un peu pour réfléchir à des thématiques qui nous intéressent. Donc, merci d'être venu. Ça ressemblait un peu à l'ancien monde, si j'ose dire, et ça, je trouve que c'était pas désagréable. Donc, on espère bien sûr continuer ce format, puisque sur 2 jours, effectivement, je trouve que c'est bien qu'il y ait des interactions entre les réseaux, même si on sait bien que chacun a des impératifs qui limitent ça, mais je trouve que c'est sur la bonne voie. Donc, merci. Donc, les diapositives seront disponibles incessamment. Demain soir, on m'avait laissé entendre demain. La captation de tout. Et ça sera au plus vite. D'accord. Donc, en tout cas, pour la semaine, on peut l'espérer pour la semaine prochaine? Bon.
Donc je vous demande de tenir, de réfréner votre impatience encore pour quelques heures, mais je crois que c'est important qu'effectivement on puisse revenir sur ces 2 journées qui, je pense, ont été fructueuses. Donc merci à nouveau, on se dit à bientôt, si possible sans Covid et sans masque, mais ça c'est un vœu sans doute un peu pieux. Et surtout à bientôt. Bon retour.